Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cybèle Olivier est comme en train de faire le ménage. Elle est parfaite, Cybèle Olivier, hein, je dois vous le dire. Elle est avec moi depuis qu'on est revenu en ondes, depuis le 6 janvier. Et là, tu replaçais les chaises en studio, c'est important, c'est vrai, parce qu'on fait pas juste de la radio, on fait aussi de la télé. Puis c'est typiquement féminin quand même, tu sais, comme arranger les affaires, puis tout ça, pour t'assurer que tout est bien. Salut, Parfait. oui, ben pour que ce soit beau. Bonjour, Cybèle Olivier. Pour avoir une belle image à l'écran, pour faire en sorte que notre travail d'équipe, il y a notre réalisateur qui me demande de faire ce beau, puis moi, ben là, toi, je pars en courant et j'obéis au doigt et à l'œil. Et à l'œil. Alors, tu sais, je te disais, je le disais à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices la semaine dernière, c'est à Cube que ça se passe. Hein? Si vous voulez savoir où les affaires se passent, où les chicanes éclatent, ben c'est à Cube et on en a la preuve quand même parce qu'aujourd'hui, on apprend que Louis Morissette, Véronique Cloutier et la Fondation Véro et Louis poursuivent pour près de 2 millions de dollars Luc Poirier pour des propos qui ont été tenus ici à Cube. Alors, je rentrerai pas, évidemment, je vais pas répéter les propos de Luc Poirier, mais je veux juste faire un petit rappel historique de la façon dont on en est arrivé à tout ça. Donc, il y a quelques semaines de ça, moi, je lis le magazine Véro parce que pour mon métier, ça m'intéresse. Je m'intéresse à toutes sortes de magazines. Donc, je fais toutes sortes de lectures. Je vois un éditorial parce que dans chaque magazine Véro, il y a un éditorial de Louis Morissette. Et dans cet éditorial, il s'en prend à l'émission Vie rêvée dans laquelle il y a évidemment Isabelle, la conjointe de Luc Poirier. Et Louis Morissette, dans son éditorial, dit, ben moi, cet étalage-là de richesse, ça me met mal à l'aise. Je me dis, quelle discussion intéressante, d'autant plus que quelques semaines auparavant, j'avais reçu Isabelle ici à l'émission et qu'on avait parlé justement de la controverse que ça créait de voir des gens multimillionnaires, des femmes multimillionnaires étaler leur richesse. Alors, je fais une entrevue avec Louis Morissette. Et dans le cadre de cette entrevue, Louis Morissette dit que lui, il trouve ça vulgaire, des gens qui flashent leurs autos. Donc, c'est sûr que c'est une pointe directe à Luc Poirier, parce qu'on sait que Luc Poirier, qui est milliardaire, il a, au Salon de l'Auto, prêté plusieurs de ses Ferrari qui valent des millions de dollars. Donc, c'était une pointe envoyée à Luc Poirier. Et également, il fait une autre pointe à Luc Poirier en disant, tu sais, tant qu'à dépenser ton argent, fais donc un don à la Fondation Louis et Véro. Les jours passent, puis moi, je me dis, il faut que Luc Poirier réponde. Alors, mon collègue Hugo Veilleux contacte Luc Poirier en lui disant, on aimerait ça que vous veniez réagir aux propos de Louis Morissette. Il nous répond très gentiment, je peux pas, je suis en voyage, je suis parti. Les jours passent et là, Luc Poirier se prononce sur autre chose dans l'actualité, je me souviens plus quoi. Donc, je dis à Hugo, recontacte Luc Poirier. C'est une longue histoire, mais il y a un punch à la fin. Recontacte Luc Poirier parce qu'on va pouvoir lui parler de ça. Alors, il s'était prononcé sur est-ce qu'il faut ou pas acheter un condo? Est-ce que c'est un bon investissement d'acheter un condo? Alors, je dis à Hugo, appelle-le là-dessus. Donc, Luc Poirier, il vient. Luc Poirier, il sait que quelques jours auparavant, on lui a demandé de répondre aux propos de Louis Morissette. Alors, on fait l'entrevue avec Luc Poirier. Il tient les propos que l'on sait à propos de Louis Morissette, que je ne répéterai pas, parce que Louis Morissette, lui, considère que ce sont des propos diffamatoires. Donc, par principe, vu que c'est devant les tribunaux, je ne vais pas répéter ces propos-là. Mais Luc Poirier, dans les jours qui suivent, disent « Ben là, je m'excuse, puis j'ai été pris par surprise par la question de l'animatrice. » Mais comment peux-tu être pris par surprise par la question de l'animatrice? Hey, chose, parce que
Tu savais qu'on allait te faire réagir aux propos de Louis Morissette. Tu savais très bien ce que Louis Morissette avait dit à ton sujet. Tu savais très bien que Louis Morissette allait te demander, t'avait demandé publiquement devant des dizaines de milliers de gens, est-ce que tu vas investir dans la fondation Véro et Louis? C'est sûr que je vais te poser la question. Puis là, il dit, c'était pas ça le sujet initial de l'entrevue. Il a écrit ça sur sa page Facebook, Luc Poirier. C'était pas ça le sujet initial de l'entrevue. C'est pas vraiment vrai. Parce que la première fois qu'on l'a appelé pour venir à l'émission, c'était pour réagir aux propos de Louis Morissette. Fait qu'il y a beaucoup de wishy-washy autour de tout ça. Et moi, ma conclusion, ma belle Cybèle, vu qu'on apprend aujourd'hui que donc Louis Morissette poursuit Luc Poirier, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de guerre d'ego là-dedans. Louis Morissette, il s'en prend à Luc Poirier et avec des mots quand même assez durs, en disant « je trouve ça vulgaire » et tout ça. Après, il y a comme une surenchère. Tu sais, c'est comme, toi, tu m'as attaqué, moi, je vais t'attaquer, puis vu que tu m'as attaqué jusque-là, moi, je vais aller plus loin. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Je pense que, évidemment, ça va être aux tribunaux de décider si les propos sont diffamatoires ou pas. Je me prononce pas là-dessus. Mais je pense que dans une guerre d'ego, ton ego te fait dire des choses que tu n'aurais jamais dû dire. Et si quelqu'un se sent attaqué, au lieu de fermer sa bouche, au lieu de répondre calmement, là, il y a une surenchère. Et moi, quand je vois ça, je me dis, c'est un petit peu comme des garçons dans la cour d'école qui décident de baisser leurs culottes, puis il neige, c'est l'hiver, puis c'est qui va pisser le plus loin. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé. Alors, voilà. 14h09, c'était mon opinion sur la situation. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Simon-Olivier Fecteau sera à tout jamais un nom qu'on associe avec le Bye Bye, l'émission de fin d'année de Radio-Canada. Il a joué dedans, écrit, réalisé, coproduit pendant 9 ans. Mais là, il vient d'annoncer que c'était fini. Bonjour, Simon-Olivier. Bonjour, Sophie. Bon, moi, je trouve ça plate pour 3 raisons. La première raison, c'est que 9, c'est pas un bon chiffre. Il me semble que quand on le fait, on fait au moins 10 ans. Il me semble que c'est un meilleur chiffre. La deuxième raison, c'est tabarnouche. Il y a Trump, puis il y a Trudeau. Il me semble que s'il y a une année où tu aurais dû faire un bye-bye, c'est tes 2 têtes de Turc préférées. Pourquoi tu pars cette année? Écoute, ça fait quelques années que j'y pense. Je sais que le numéro 10, je sais que 10 aurait été un bon chiffre en termes de marketing. Mais je pense que j'ai mon envie de faire autre chose, puis mon envie de juste passer au prochain défi, puis développer des nouveaux projets était plus forte que le coup de marketing d'en faire 10. C'est sûr que c'est une énorme année, là, on s'entend avec Trump, Trudeau, et tout ce qui va venir avec ça, parce que les revirements n'arrêtent pas là, depuis le début du mandat de Trump. Alors, c'est une grosse année qui s'en vient. Fait que peu importe qui sera à la barre, est-ce que ce soit une personne ou une équipe, ou peu importe, au prochain bye-bye, au moins, ils vont avoir du matériel pour faire un bon show, là. Fait que c'est ça. Je voulais que je passe à autre chose. Oui. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a quelques jours de ça, tu étais sur les ondes ici à Cube, tu étais en entrevue avec Richard pour parler de complètement autre chose. C'était pour parler du fait que tu es en relation, ton amoureuse est citoyenne américaine. Et à la fin de l'entrevue, Richard t'a posé la question, le bye-bye. Puis je veux juste qu'on écoute ta réponse parce que Richard, il est passé à 2 doigts d'avoir un scoop. On écoute ta réponse. Une partie de ta réponse. Tu es en train de prendre des notes pour le prochain bye-bye. Vas-tu le faire ou t'es comme Dominique Michel, là? Tu dis, tu le fais pas puis tu vas revenir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est un gros mandat, le bye-bye. C'était mon 9e cette année. Écoute, je sais pas. La vraie vérité, c'est que je sais pas si je vais le refaire. J'ai pas pris de décision encore, mais
ça se pourrait très bien que ça ait été le dernier. À un moment donné, pas quand parce que tu j'aime sors pas de ça. ça, là, c'est tellement de job. OK. Est-ce que tu as menti à Richard? Est-ce que c'est vrai que ta décision était pas prise ou ta décision était prise, mais tu voulais juste pas donner le scoop à Cube? Je pense que ma décision était prise, mais elle n'était pas annoncée. Fait que j'ai pas donné le scoop à personne. Je l'ai annoncé sur ma page Facebook, puis juste avec un communiqué à tout le monde. Mais elle n'était pas annoncée. Puis on dirait que tant qu'elle n'était pas annoncée, on dirait qu'il y avait toujours une porte à ce que je revienne en arrière et que c'était comme une sécurité de pas l'annoncer. Là. Fait que c'était comme une demi-vérité, mettons. Ouais. Mais disons... en tout cas, c'est comme un petit peu un mensonge quand même. Ben oui, c'est un mensonge assumé, mais en même temps, pour vrai, dans ma tête, je me dis, OK, la décision est prise, mais j'ai pas le guts encore de faire la sortie publique, parce qu'une fois que la sortie publique est faite, ben c'est vraiment fini. C'est fini. Voilà. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Quand tu dis, bon, j'ai d'autres projets, je veux faire autre chose, c'est lourd à porter. Est-ce que c'est plus difficile physiquement ou psychologiquement? C'est difficile psychologiquement, en fait. En fait, c'est le stress qui est le pire, parce que veux pas, cette émission-là, peu importe ce que tu fais, j'en doute pas que la prochaine équipe, je suis sûr qu'ils vont faire un travail exceptionnel, mais peu importe ce que tu fais, si tu te fais critiquer d'un bord ou de l'autre, il y a quelqu'un qui est pas content, c'est pareil, cette émission-là, c'est pareil comme faire de la politique. Fait que peu importe la décision politique, t'as une partie de la population qui est fâchée. Le bye-bye, c'est comme ça. Alors, c'est sûr que ça brasse. Il y a énormément de gens qui écoutent ça. C'est 5 millions et plus, je dirais, avec tout ce que les rediffusions sur Internet qu'on peut écouter. C'est énormément de monde pour la population qu'on est au Québec et au Canada francophone. Alors, c'est épuisant. Tu sais, cette année, moi, j'ai fait pendant 2 semaines de l'arythmie suite au bye-bye. Juste à digérer. Ben oui, tu sais, puis ça faisait 9 ans. Fait qu'en principe, je suis habitué. Mais on s'en sort pas de la pression. Du moins, moi, je m'en sortais pas. Là. OK. Donc, je veux juste être sûr d'avoir bien compris. L'arythmie, c'est quand même, donc c'est une manifestation physique de ton stress. Quoi, es-tu allé à l'Institut de cardiologie? T'es-tu retrouvé à l'hôpital? As-tu pris des pilules, la nitroglycérine, je sais pas, quelque chose? Ou... C'est drôle, je suis allé à l'Institut de cardiologie un matin pour porter un truc pour le cœur. Fait que là, j'ai un truc pendant 2 jours qui vérifie mon arythmie. Mais c'est ça, tu sais, il y a une couple d'années, en 2019-2020, je me suis ramassé à l'hôpital, mon système digestif a comme cessé de fonctionner. Je me souviens d'avoir donné des indications de jeu avant de partir à l'urgence. Tu sais, c'était un gros show. C'est un gros show. C'est pas simple. C'est pas nécessairement pour cette raison-là que je quitte. Cependant, c'est vraiment tu sais, j'aurais pu en faire un 10e. Tu sais, on a une super bonne équipe. Mon partenaire Guillaume L'Espérance, il continue l'aventure de son côté. Ouais. Et tu sais, j'aurais pu, c'était bien rodé, etc. Tu sais, même si cette année, c'était pas notre meilleure édition, il y avait moyen de se re-soigner puis refaire, tu sais. Oh, pourquoi Fait que tu dis voilà. ça? Pourquoi tu dis... c'est toi qui viens de le dire. C'était pas ma meilleure édition. Pourquoi? Ben, je dis ça parce que les critiques ont été moins bonnes que les années précédentes. On dirait que la réception était moins bonne. Cela dit, je pense pas que c'était une mauvaise édition, mais c'était pas, mettons, pratiquement au Bye Bye 2023 qui a été reçu, il y avait beaucoup de commentaires que c'était comme le meilleur depuis 10 ans, ou le meilleur Bye Bye tout court. Cette année, on n'a pas eu ça. Cela dit, je suis quand même fier de l'édition tout de même. Je veux pas dire que c'était un mauvais Bye Bye, pas du tout. Mais c'était pas la plus forte dans 5 ans, mettons. Fait que c'est ça, mais cela dit, ça aurait été pas facile, mais tu sais, on aurait pu reconstruire trop d'autres choses. Tu sais, on a plein d'idées pour faire que ce soit s'ajuster, mais créativement, j'ai vraiment besoin de passer à autre chose. Tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours fait ses projets par soi-même. J'ai fait moins de projets que d'autres, sauf que tous les projets que j'ai faits, c'est des projets de cœur et des projets où j'étais en arrière de l'idéation, puis en arrière toujours le créateur principal du projet. Est-ce qu'il y a des choses, des numéros que tu regrettes? Je te pose la question parce que il y a quelques mois de ça, j'ai reçu à l'émission Kevin Parent. Et Kevin, à un moment donné, est devenu très, très, très émotif parce qu'il y avait eu une blague très, très, très vilaine sur lui au Bye Bye. Puis écoute, c'était des années après.
puis il était encore là, vraiment là, au bord des larmes en disant ça a pas de sens à quel point on a ri de moi devant 5 millions de personnes. J'ai l'impression que Kevin, il s'en est jamais remis. Est-ce que des fois, quand tu regardes en arrière ces 9 années-là, tu dis ouais, ce numéro-là, on est allé trop loin? Mais c'est sûr que c'est pas le but de détruire des gens en faisant le bye-bye. C'est pas le but de hey, on a une cible, da. Mais tu sais, quand tu fais une revue de l'année, puis il y a une nouvelle dans le journal qui, dans ce cas-ci, Kevin Parent qui se met la graine dans des verres, c'est nous faire une pause sans palette, nous autres. Fait que tu sais, fait que je comprends la difficulté d'un artiste de se retrouver dans le bye-bye, puis de trouver ça difficile. Mais ultimement, si on recule, nous, on n'a pas inventé la nouvelle, on n'est pas creusé pour essayer de trouver. Elle se ramasse dans le journal, puis dans plusieurs publications. Alors, à partir de ce moment-là, je pense qu'on est entre guillemets fair game, là. Tu sais, on n'a pas mis une loupe particulière sur la nouvelle, là. Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui en parlaient avant le bye-bye, là. Ouais, fait que je suis désolé, cela dit, c'est sûr que... Oui, désolé, oui. Non, mais vas-y, je veux te laisser finir ta phrase. Donc, t'es désolé que ça ait fait autant de peine à Kevin. Ouais. Tout à fait. Tu sais, c'était pas le but. Cela dit, mais juste en termes humoristiques, c'était un très bon sketch. C'est un sketch qui a fait jaser. C'est un sketch qui était super bien interprété par Marc Dupré. Puis, tu sais, c'était comme un bon sketch. Ouais. Alors, moi, c'était ça ma job à ce moment-là, là. Est-ce que ça t'arrive des fois, mettons, tu te promènes dans la rue, puis tu rencontres comme une de tes victimes, entre guillemets, puis tu vis comme un beau malaise? Mais c'est pas arrivé. Non! En 9 ans, c'est non. jamais arrivé. Non. J'ai pas croisé des gens. Tu sais, je suis pas mal solitaire. Je sors pas de temps dans les premières et tout ça. Je me tiens un peu loin de ça. Mais de 2, j'ai pas eu, tu sais, je sais pas qui, dans tous les gens sur qui on a fait des sketchs, qui est fâché, qui l'est pas. Tu sais, je suis pas tant au courant de ça, là. Je suis pas un patineur, pas un très bon patineur. Ouais. Si au prochain Bye Bye, on faisait une blague sur toi, ce serait quoi? De quelle façon on pourrait... Parce que au cours des années, vous avez fait quand même des blagues. Tu sais, mettons, vous avez ri de Véro avec sa ménopause, ou tu sais, vous avez tapé à droite puis à gauche, là. Mais si on voulait faire quelque chose pour aller... Comme le petit point faible de Simon-Olivier Fecteau, ce serait quoi? Ce serait quoi ton talon d'Achille? Écoute, j'en ai probablement plusieurs. Publiquement, je pense que mes publications Facebook ont pas toujours été à la hauteur, la hauteur de ce qu'on pourrait s'attendre de quelqu'un dans ma position. Mais si jamais on faisait un sketch sur moi. Ouais, fais-tu référence à des propos que tu as eus sur Elon Musk? Moi, je pensais pas aller là, mais si tu veux aller là, moi, ça me fait plaisir aussi de te donner l'occasion de... Non, ça te tente pas? Oui, entre autres, oui, là, c'était comme vraiment pas un poste nécessaire. Mais je pense que j'ai été cavalier un peu dans les dernières années. Oui? Cependant, si on fait... oui, en fait, cavalier dans ma position. Pas vraiment cavalier. Dans la position que je suis comme artiste. Si j'étais un journaliste, mettons, ou j'étais quelqu'un qui fait de l'opinion, ce serait très, très léger, ma page Facebook. Mais comme je suis pas quelqu'un qui est supposé donner dans l'opinion, peu importe l'opinion que je vais avoir, mais là, ça devient comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui s'est positionné par rapport à un sujet X, Alors, ça crée des remous parce que c'est pas ma job, c'est pas supposé être ma job de me positionner personnellement, publiquement. C'est ma job, c'est comme réalisateur, comme comédien, comme auteur, dans un contexte donné. Alors, quand je le fais par moi-même, ça devient comme, entre guillemets, inutile, parce que ça fait juste des discussions qui sont tendues, puis que ça fait juste des gens qui, soudainement, sur les réseaux sociaux, ne m'aiment pas, alors que dans la vie, je suis certain qu'on s'entendrait très bien. Oui, parce que je veux pas non plus que les gens nous écoutent puis se disent, coudonc, ils ont une discussion d'initiés puis on n'a aucune idée de quoi ils parlent. C'est que sur ta page Facebook, quand Elon Musk a fait ce que beaucoup de gens ont interprété
comme étant un salut nazi. Toi, t'as dit non, non, non. Il voulait juste comme saluer, inclure tous les gens dans son cœur. Puis bon, ben ça a créé une controverse. Puis ton nom s'est retrouvé quand même varlopé à pas mal d'endroits. Donc, on pourrait théoriquement au bye-bye de cette année faire une blague en disant Simon-Olivier Fecteau, il faudrait qu'il se tienne loin des médias sociaux, par exemple. Oh, tout à fait, tout à fait. Puis ça La serait, écoute, je rirais-tu? serais honoré. Ah ouais, vraiment. ok. Si jamais on m'imite d'une quelque façon que ce soit, je vais être honoré. Peu importe à quel point chien ou pas chien, ou peu importe, là, je vais l'accueillir avec amour. Là, je trouve ça vraiment le fun. Ah, ben tant mieux. Mais cela dit, étant auteur du Bye Bye depuis 9 ans, un des auteurs évidemment, j'étais surpris que cette nouvelle-là se rende parce que ça s'est passé en janvier, puis c'était pas si gros que ça par rapport Non. à d'autres affaires qui peuvent éclabousser. Là, tu sais. Non, mais ça a surpris quand même pas mal de monde. Je veux qu'on écoute un extrait Je parce pense que, que- écoute, ouais. Oui, je pense que la plus grosse gaffe là-dedans, c'est d'avoir semblé défendre Elon Musk, qui, si jamais, moi, il se passe de quoi, il me défendra jamais dans 100 ans. Ah. Fait que c'était vraiment, puis très surtout avec tout ce qui s'est passé par la suite, je me dis, oh mon Dieu, quelle mauvaise idée. Ouais, Ouais. c'est ça. Ben, à moins que tu aies une Tesla, je pense pas que Non. Elon Musk sait qui est Simon Olivier Fecteau. Je veux pas te faire de la peine, mais Je pense que ça en sac pas mal, puis non, pas de Tesla, puis pas non plus l'ambition d'en acheter une. OK. Bon, évidemment, en 9 ans, j'aurais pu choisir 22 000 numéros différents. Moi, j'en ai choisi un parce que je trouve que tes imitations de Trudeau ont toujours été absolument fabuleuses. Donc, ça se passe au bye-bye de 2021. On se rappelle, pour le contexte, que Justin Trudeau, cette année-là, avait comme oublié que c'était la Journée internationale des Autochtones puis qu'il fallait leur rendre hommage. Alors, on écoute un petit extrait. C'est pas aujourd'hui la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada que t'as toi-même créée? Ah oui, mes amis les Autochtones. Donc, est-ce que tu vas y aller aujourd'hui ou tu vas attendre une couple de jours pour t'excuser? La météo dit quoi? Gros soleil pour encore une couple de jours. Eh bien, je vais m'excuser dans une couple de jours. Alors, je trouvais ça très drôle de faire jouer ça aujourd'hui. Quand t'as vu Justin Trudeau faire une grimace puis tirer la langue en partant avec son fauteuil, tu dis, oh mon Dieu, il me semble qu'on aurait eu du fun avec soi au bye-bye. Est-ce que t'as le réflexe à chaque fois que tu vois quelque chose maintenant de penser sketch au bye-bye? Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est-à-dire que ça devient comme tu sais, après 9 ans, là, tout ce que tu vois est comme ce filtre en sketch dans ta tête. Là. Évidemment, 2024, à date, est extrêmement... C'est une année qui est tentante pour le bye-bye. Tu sais, Justin qui démarre, tout ce qui se passe autour, là, mon Dieu, qu'il y a du matériel là. Fait que définitivement. Cela dit, Mark Carney va devenir soudainement chef, là, fait qu'on va voir ça, ce que ça va donner aussi, mais ce sera pas facile pour personne, je pense. Non, mais il est plate, Carney, il me semble, je sais pas, interprété, il me semble... Ben, peut-être rire de la façon dont tu parles français, là. Mais tu sais, il est pas flamboyant comme l'autre, tu sais, il fait pas de pose de yoga, Non. il est plate, il est comme un vendeur d'assurance. Mais longtemps, Trudeau, c'est drôle parce que Trudeau n'était pas si simple que ça, faire des jokes chiennes, entre guillemets, ou très, très, très mordantes, parce que les différents scandales qu'il y avait étaient, moi, je pourrais dire, il y avait plusieurs petites choses qui étaient parodiables, entre guillemets, mais il n'y avait pas tous les trucs majeurs, solides. C'était comme, oui, les dépenses, oui, l'immigration, mais tu fais une parodie de trop d'immigration. C'est comme, comment est-ce que tu approches ça en sketch? C'était pas si simple que ça, Trudeau, à faire au travers des années. Une dernière question pour toi, Simon Olivier. Beaucoup de gens t'ont reproché, entre autres l'année dernière, d'être trop woke. Es-tu woke finalement? Es-tu comme un bien-pensant? Es-tu comme accroché à l'équité, la diversité, l'inclusion? Écoute, ma position est comme la pire. Je suis vraiment un vrai centriste. Ça veut dire que et la gauche et la droite ne m'aiment pas. C'est-à-dire que j'ai des gens à droite qui ont juste hâte que je débarque du bye-bye, puis j'ai des gens à gauche que je suis sûr que c'est une très belle journée aujourd'hui, que je suis plus au bye-bye. Tu sais, moi, que ce soit tant à gauche qu'à droite, quand il y a des mesures qui font dans ma tête du bon sens, ben, je suis d'accord. Tu sais, je suis pas contre
Je suis pas contre l'inclusivité, mais jusqu'à un certain niveau. Je suis pas contre. Et tout ça, en fait, là, c'est vraiment une question d'équilibre. Et puis, c'est ça. Ça fait des réponses plates comme ça, que des questions d'équilibre. Ça fait des moins bons. Non, mais ça fait pas des réponses plates. Ça veut simplement dire que tu es contre les extrêmes. Et là-dessus, on se rejoint tout à fait. Simon Olivier, merci beaucoup pour ces 9 bye-bye. Il y en a certains qui ont été meilleurs que d'autres. Je voudrais simplement, personnellement, te remercier pour le dernier bye-bye 2024 parce que tu as donné l'occasion à mon chum de montrer sa prostate devant 5 millions de personnes. Et là, je t'en remercie. Moi, maintenant, à chaque fois que je regarde, tu sais, c'est comme je vois sa prostate parce qu'elle a disparu. Fait qu'on est contente de l'avoir retrouvée. On n'a pas besoin de mettre sa photo sur une pinte de lait. Donc, merci pour ça, Simon Olivier. Merci beaucoup, Sophie. Merci, je l'apprécie. Et bonne chance pour le reste de tes projets. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Si je vous dis Évangeline, vous allez penser bien sûr à cette magnifique chanson. Peut-être que ça vous fait penser à la version d'Isabelle Pierre, peut-être à la version d'Annie Blanchard, peut-être à la version de Marie-Jo Thériault. Mais maintenant, quand on va dire Évangeline, on va penser à cette comédie musicale qu'on va pouvoir voir sur scène en 2026. Et parmi les gens qui vont être sur scène pour cette comédie musicale produite par Gestev, il y a Nathalie Simard. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Sophie. Écoute, tu fais juste me dire bonjour, puis déjà, je suis de bonne humeur, Nathalie. Comment ça se fait que t'es communicative comme ça? Comment ça se fait que t'es encore toujours de bonne humeur? Juste dire bonjour, puis j'ai l'impression que je suis la personne la plus importante au monde. Premièrement, t'es importante pour moi. C'est toujours un bonheur de te parler. Donc voilà, c'est juste facile de même. C'est pas de la gentillesse. J'aurais le choix de ne rien dire, Sophie. Ouais. Non, écoute, t'es absolument adorable. Alors écoute, parle-moi de comment ça s'est passé. Les gens de Gestev t'appellent puis te disent on fait une grosse comédie musicale, un gros spectacle sur scène. C'est la première fois d'ailleurs que Gestev fait un spectacle créé par nous, ici, etc. Puis là, il t'appelle puis il dit, ça te tente-tu d'embarquer? C'est quoi ta première réaction? Écoute, moi, ça a été, c'est sûr. J'avais juste peur que ça ne rentre pas dans mon horaire en 2025 et 2026. Et là, finalement, tu sais, la vie, comment elle est bien faite, là, tout s'est imbriqué de façon extraordinaire, ce qui m'a permis d'accepter cette belle proposition parce que, Sophie, honnêtement, c'est un cadeau. Quand tu vas entendre la chanson, parce que je campe le rôle de sœur Marguerite, qui est alliée d'Évangeline, et qui va la pousser, qui va la défendre, qui va l'aider à se défaire des chaînes de Père Félix et de ceux qui veulent s'emparer de sa vie, de prendre des décisions à sa place. J'ai comme l'impression que c'est ma vie puis que je vais me parler à moi, mais je vais en fait parler à Évangeline. Alors, sœur Marguerite joue un rôle. C'est pas une femme, c'est pas une sœur soumise. Elle va au-delà des 4 murs de son couvent et elle va défier l'autorité. Elle va défier le Père Félix qui sera d'ailleurs campé par l'excellent, un acteur dont je n'ai jamais rencontré, mais c'est Laurent Lucas qui interprétera Père Félix. Alors, on aura des échanges assez corsés, assez déterminés, et tout ça pour le bien-être d'Évangeline que Père Félix tente de garder à l'intérieur des murs, alors que Sœur Marguerite projette en Évangeline pour lui dire « Tant que l'amour est au bout, fonce ». Fonce. Alors moi, je trouve ça très important de rappeler, merci de le faire, de rappeler donc ce sont des personnages historiques qui ont réellement existé. Ça se passe pendant la déportation des Acadiens et c'est une histoire d'amour absolument déchirante et c'est ça que racontait la fameuse chanson Évangeline. Il y a des chansons originales, bien sûr, écrites pour ce spectacle-là qu'on va voir en 2026 et il y a déjà un extrait qu'on peut faire jouer. Alors, on va entendre Nathalie Simard chanter. On écoute ça. Comme un pays qu'on ne peut pas détruire, comme une étoile qui ne veut jamais s'affaiblir. Un éclat d'un fil
Alors, ça s'appelle Les Amants légendaires, et c'est en effet tout à fait légendaire. Je trouve ça très amusant que tu nous dises, ma crainte au début, c'était d'arriver à rentrer ça dans mon horaire, parce que tu as eu à des moments dans ta carrière des creux où le téléphone ne sonnait pas. Et là, je suis contente de savoir que maintenant, la question que tu te poses, c'est est-ce que je vais avoir assez de temps parce que mon téléphone sonne peut-être pas trop, mais il sonne tellement. Mais moi, ça me fait tellement chaud au cœur, Nathalie. Je me rappelle, il y a quelques années de ça, je veux pas te rendre émotive, mais tu te souviens, avec Richard, on était allés te voir à la cabane à sucre, puis tu chantais avec ta fille, puis je me disais, voyons, c'est pas à la cabane à sucre qu'il faut l'entendre chanter Nathalie Simard. C'est sur les plus grandes scènes du Québec, puis là, ça va être ça en 2026. Je suis tellement contente pour toi. Merci tellement. Merci pour votre soutien depuis des décennies, on va se le dire, Sophie et Richard, parce que vous avez été derrière moi, ce qui m'a aidé aussi, parce que vous êtes des personnes de tête et vous êtes des personnes qui, pour moi, dans mon cœur, sont importantes aux yeux de la société, et ça m'a toujours réconforté de vous savoir derrière moi. Merci encore. J'aurais jamais assez de mots pour vous remercier. Mais cela dit, Sophie, tu sais, dans la vie, oui, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas. On en vit actuellement, on est plongé dans un monde tellement anxiogène, mais tout va finir par se rétablir, et c'est ça aussi qui se reflète dans ma vie. Et je me dis, j'ai été patiente, et la patience, c'est tellement important. Puis j'ai pris le temps de vivre chaque moment difficile pour justement pour plus jamais que ça revienne. Puis je me suis rebâtie à travers tout ça. Puis c'est ça qui est important de faire dans le quotidien, d'oser aller chercher de l'aide, de pas se laisser abattre, puis de se dire, regarde, une journée à la fois, puis de regarder qu'est-ce qui est important autour de nous. Moi, j'ai ma fille, je suis nouvellement grand-maman, tu le sais. Alors, je vis tellement des beaux moments extraordinaires qui sont précieux à mes yeux. Puis j'ai des cadeaux provenant de mes pairs du milieu artistique. Et quand Anne Vivian m'a appelé, Jean-Jacques Pillet m'ont proposé ce magnifique rôle, je me suis dit, et j'ai pas passé d'audition, je vais oser le dire, parce que ça m'est jamais arrivé. Ils ont pensé à moi, honnêtement, sur le tard. C'est un petit peu anecdotique. Et là, j'ai fait, oui, tu sais, oui, je vais le faire. On va s'organiser, pas d'audition. Parce que c'est comme, je vais dire, c'est un peu comme un rôle sur mesure, tellement que ça me ressemble, tellement que ça fait partie de moi. Sœur Évangéline, c'est Nathalie. Évangéline, je me vois à travers elle aussi. Alors, c'était un magnifique cadeau parce que j'ai déjà, Anne Vivian me connaît très, très bien. Jean-Jacques Pillet, je l'ai rencontré, Jean-Jacques Pillet, qui est un extraordinaire être humain sur la Terre, qui m'a été permise de rencontrer il y a de cela plusieurs années, on peut même dire quasiment 30 ans, dans le cadre de Demain matin, Montréal matin. C'est là que j'ai découvert cette tellement bonne. Ça, merci. C'est important. Alors, Jean-Jacques connaissait. Oui, mais ça, c'est important de le mentionner parce que il y a des gens, mettons, qui se souviennent, évidemment, le village de Nathalie et tout ça, mais moi, je me souviens, j'étais dans la salle le soir de la première de Demain matin, Montréal matin. La nouvelle production était là-dedans et tout le monde était sur le cul, je vais le dire. Oui, mesdames et messieurs, je l'ai dit. Tout le monde tu nous as tous jetés à terre. Merci, mais tu sais, j'ai tellement été bien guidée par Denise Filiatro, la légendaire Denise Filiatro. À quelle heure le punch? Jean-Jacques à travers tout ça. Ben oui, c'est ça. Ouais, Chris enchaîne. mais c'est une femme extraordinaire. Auprès de Denise, j'ai beaucoup appris. Mais tu sais, Denise Filiatro, c'est une femme intransigeante, mais qui fait avancer énormément les artistes multidisciplinaires parce qu'on n'a pas de temps à perdre et on fait tellement de belles productions avec peu de temps, peu d'argent. Et donc, c'est important d'arriver prêt. Puis ça, ça a toujours été un peu ma marque de commerce. Quand j'arrive sur un plateau, que ce soit pour répéter ou dire des textes, je suis toujours prête. Puis ça, je trouve ça important. C'est un minimum de respect pour la production, mais aussi pour nos confrères et nos consoeurs. Mais c'est un beau métier, je peux le dire. Mais merci pour ces beaux mots pour Demain matin, Montréal matin. Puis tu vois, c'est qu'après tant d'années, les gens se souviennent de ça, mais surtout ceux qui ont travaillé,
qui ont créé cette nouvelle version de Demain matin, il y a de cela 25 ans, je pense. Alors, dont Jean-Jacques Pillet qui dit, ouais, c'est Nathalie, je veux retravailler avec Nathalie. Incroyable. Alors, c'est un immense bonheur. Ouais. Alors, je suis très contente parce que, évidemment, les dernières années, on t'a vu, évidemment, comme animatrice. D'ailleurs, t'as fait un super bon boulot. Entre autres, je pourrais nommer plein d'affaires, mais entre autres, Mon père, ta mère. Moi, j'ai suivi chaque seconde de cette émission-là. J'ai absolument adoré ça. Mais c'est sûr que te voir chanter, t'entendre chanter, c'est ça qu'on veut. T'as parlé de ton nouveau rôle aussi de grand-maman. Et le 8 mars, t'as mis une photo de toi sur tes réseaux sociaux avec ta petite fille. Mais surtout, il y avait un message, puis là, il faut que je le retrouve. Puis évidemment, ma tante Sophie est perdue dans ses feuilles. Alors, je retrouve le message que tu as écrit pour le 8 mars. Tu as dit pour elle, au pluriel, donc ta fille et ta petite fille, je continuerai à me battre, je poursuivrai mon chemin, ouvrant et défrichant des sentiers encore inexplorés. Je continuerai d'aimer, de donner et de militer pour les droits des femmes. Militante féministe, on rajoute ça dans ta liste de différentes affaires que tu auras faites dans ta vie, Nathalie? Ben oui, je crois qu'on leur doit s'assumer et c'est important. Surtout, je le redis, on est plongé dans un contexte actuellement qui nous est imposé, où justement le droit des femmes peut être bafoué. On a vu cette grande marche le 8 mars partout à Montréal où les maires ont pris position. C'était touchant. Si j'avais pu, j'y aurais été, mais j'étais en conférence justement pour un groupe de femmes et ma fille et ma petite fille étaient présentes à la conférence. Et c'est là que je me dis, c'est tellement beau. J'ai accès à ça aujourd'hui par ma persévérance, par le fait d'avoir jamais abandonné, qu'aujourd'hui, ma petite fille, elle a 3 mois, mais je me dis, ça prend encore plus son sens aujourd'hui. Le pourquoi je dois poursuivre cette bataille et de devenir militante pour cette cause qui me tient à cœur parce que je veux continuer à paver ce chemin-là pour ma petite fille et pour ma fille aussi, pour que justement la vie pour elle soit beaucoup plus facile par où moi je suis passée ou que ma fille par où elle est passée. Et donc c'est ça. Moi je pense qu'il faut continuer plus que jamais à se tenir debout, à garder notre place parce qu'on mérite notre place. Puis la femme a droit à sa place dans cette société. Et je crois que la femme, à travers le monde, apportera toujours un bel équilibre. Pour avoir assisté à l'accouchement de ma fille, là, les femmes sont extraordinairement fortes, déterminées. Tu sais c'est quoi, Sophie? Alors, soyons fiers. Et oui, on est capable, les femmes, de créer des miracles. Donc, avec la solidarité féminine, on va y arriver, c'est certain, mais il faut de la patience et de la persévérance. Patience, persévérance, résilience. Merci beaucoup, Nathalie Simard. Moi, j'ai tellement hâte à 2026. Je pense que je vais acheter mes billets tout de suite. Tout de suite, pour Évangéline. Les billets sont en vente vendredi matin à 10h. Vendredi le 14. Merci beaucoup, je t'embrasse. Bisous. Au revoir, Nathalie. Moi aussi, bisous. Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie. Sophie Durocher. Tout à l'heure, j'ai fait une entrevue avec Simon-Olivier Fecteau qui vient d'annoncer que le Bye Bye 2024 était son dernier Bye Bye. Après 9 ans, il accroche ses patins, puis ça a fait réagir nos auditeurs, nos auditrices. Ben oui, il y en a qui ont dit qu'ils adoraient tous les Bye Bye, que c'est tout le temps une expérience plaisante à la fin d'année de regarder ça, mais il y en a qui nous ont des gens qui disent qu'ils ont adoré tous les Bye Bye, ça, je pense, c'est le père et la mère de Simon-Olivier Fecteau. Ceux qui l'encouragent. Mais sinon, il y a Sylvain Terrebonne qui nous a dit, entre autres, ramenez-nous RBO, eux autres. Il était drôle. Mais ça, c'est souvent une critique que j'ai entendue de ramener RBO. C'est vrai que le souvenir que j'ai aussi de ça, ben comme plusieurs Québécois et Québécoises, c'était bon. Alors, on sait pas, peut-être que ça aurait été drôle d'avoir en effet la réponse de Simon-Olivier Fecteau. Pour l'instant, on va parler d'une autre chicane, Louis Morissette contre Luc Poirier. On en parle avec Marc Boilard. Bonjour, Marc. Salut, Sophie. Je t'écoute. Ben, écoute, les faits, on les reprend.
à ton micro, la semaine passée, Luc Poirier dit à travers une entrevue, où toi, quelque part, t'as posé une question, mais je trouve ça très intéressant comment tu menais l'entrevue. C'est-à-dire que t'as pas cherché de bébite, t'as dit, non. Est-ce que t'enverrais un chèque, toi, à la Fondation Véro? Et là, monsieur part en disant, oui, j'ai entendu dire que ils se mettent 5000 pièces dans les poches à chaque fois qu'ils font un truc et tout. Louis Morissette répond par sa page Facebook, c'est complètement faux, telle affaire. Et le lendemain, Luc Poirier s'excuse. Il dit finalement, oui, non, je comprends ce que tu veux dire. À moitié, là, ouais. À moitié, mais quand même, tu sais, il se, disons, rétracte ou peu importe. Et le troisième temps de l'histoire, une pièce en 3 actes, on apprend ce matin que Louis Morissette poursuit pour la modique somme de 1 800 000 $ Luc Poirier pour diffamation. Et moi, ma question, c'est, je me demande, est-ce que dans la vie, les excuses devraient toujours faire en sorte qu'on passe l'éponge? J'ai trouvé ça très intéressant. C'est bien plus... ça va bien au-delà d'un patinage entre gens connus, je vais te dire. Puis moi, je l'ai vécu, ça, Sophie. Ah, explique. J'ai perdu 2 amis qui ont été vraiment avec moi, genre, qui ont fait des trucs, puis crois-moi, je suis loin d'être parfait, là, pas du tout. Là, moi aussi, j'ai dû faire des affaires. Mais qui ont été vraiment particulièrement déplacés, voire ça se fait juste pas, sans rentrer dans le détail. Puis c'était vraiment des gens très proches, là. C'est pas une anecdote là de quelqu'un que j'ai croisé. Et il y a un de ces 2 gars-là, entre autres, qui m'a relancé pour qu'on recommence notre relation amicale, etc. Dans les 2 cas, il n'y a pas eu l'ombre d'une excuse. Jamais. Ouais. Et je me disais, je vois pas l'intérêt de vouloir repartir de quoi sans avoir le minimum d'humilité, parce que c'est de ça qu'on parle. Tu remarqueras une chose, il y a tout le temps un lien entre les gens qui savent pas dire merci et les gens qui savent pas s'excuser. C'est la même gang. Ouais. C'est du monde pour qui il y a un coup. Ouais, c'est-à-dire que en fait, ce que je disais en début d'émission, c'est que je vois beaucoup dans cette histoire-là, au-delà de l'aspect juridique, beaucoup d'ego, de confrontation d'ego, de combat de coq et de concours de qui va pisser le plus loin. À la rigueur, peut-être. Écoute, j'ai pas nécessairement la même lecture que toi. Ce que j'ai comme lecture au plan personnel, par contre, c'est qu'effectivement, t'as quelqu'un qui s'est mouillé puis qui dit « je me suis pas mouillé tant que ça ». Puis il y a quelqu'un qui répond ben que tu t'excuses ou pas, ça passera pas ça passe pas en dessous de mon radar. Bon, maintenant je veux spécifier une chose parce que t'as abordé l'aspect juridique puis il y a l'aspect aussi communication de cette affaire-là. Hyper intéressant. Parce que on pourrait dire écoute, le gars quelque part s'est excusé, on commencera pas à aller en cours telle affaire. Faut bien comprendre une chose, Sophie. Quand tout à coup Luc Poirier à ton micro dit ce qu'il a dit et qu'il se rétracte ailleurs, c'est pas l'univers qui t'écoute puis qui s'en va voir après ça ce qui s'est passé sur la page Facebook puis après ça s'intonise une poste de télé pour voir s'il y aurait pas du développement. En un mot, je comprends Louis Morissette de dire attendez une minute là, il y a quand même quelque chose qui a été envoyé dans l'univers et ça pourrait nous amener des dommages. On peut pas juste dire ah ben sur sa page Facebook, tout le monde qui est au courant de la première acte de l'histoire est au courant du deuxième acte. Non. Ça vaut la peine. Le montant m'apparaît un peu spécial. Je sais pas où il a pris son calcul de dommages pour 1 million, quasiment 2 millions, mais je comprends cet aspect-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit « je me suis excusé », ça veut pas dire qu'il a passé puis il a acheté un 30 secondes à tout le monde en parle pour que tout le monde soit au courant. Fait que non, mais tu me suis, c'est quand même quelque chose. Mais ce qui est particulier, ce qu'on apprend selon la presse qui a eu accès à la poursuite elle-même, les termes de la poursuite nous indiquent que à 2 reprises, Luc Poirier donc donc, il a approché Louis Morissette dans un message privé. Il lui aurait d'abord proposé d'utiliser la controverse afin de faire un stunt pour mousser la fondation. C'est quand même assez surprenant parce que tu taques à la réputation de quelqu'un en disant bah bien on va régler ça puis tu vas pouvoir enfin bon c'est un peu particulier et ensuite il aurait demandé au cabinet de relations publiques nationales de contacter Louis Morissette afin de mettre le couvert sur la marmite au plus sacrant en faisant un don à la fondation comme si le fait de remettre un montant à la fondation pouvait faire effacer des propos. Donc, tout ça est quand même assez particulier comme comportement. Sophie, la réalité, tu sais comment ça va finir. Ça va être une espèce d'entente à l'amiable sous forme d'un chèque à la fondation. On va revenir exactement à ce point-là, puis c'est correct parce que ça aurait été initié par Louis Morissette. Mais encore une fois, dans ça, et je veux spécifier aussi que quand on poursuit pour diffamation, il y a un critère qui est assez spécial, c'est qu'il faut pouvoir démontrer
qu'il y avait un caractère pour vraiment briser la réputation de quelqu'un. Puis malheureusement, dans ce que Luc Poirier a dit à ton micro, c'était d'une gratuité énorme. C'est-à-dire que même si ça avait été vrai, on peut alléguer, c'est jamais tranché au couteau les cas de diffamation, mais on peut alléguer que dans le cadre d'une entrevue où tout à coup tu posais une question quand même qui aurait pu répondre oui ou non, de spécifier que telle affaire, c'est quelque chose qui peut jouer à sa défaveur juridiquement. Là. Je fais un avocat de moi-même, mais dans ce cas-là, ouais, il y a vraiment ça. Tu sais. Tu vois que c'est une histoire beaucoup plus compliquée que... Ouais. Marc, mais ce que j'allais dire, Marc, c'est que la dernière fois qu'on en avait parlé aussi, tu nous avais dit, oui, ben les excuses, il y a peut-être aussi le côté où légalement, il doit s'excuser pour peut-être faire en sorte que la diffamation ou du moins... Mais légalement, ça change rien, Sibeth. OK, légalement, ça change rien. Parce que tantôt, j'entendais ça, puis là, on dit, on se prononce. Fait que là, je me dis, est-ce que vraiment c'est une bonne intention ou c'est pour la question juridique qu'il voulait s'excuser? Non. Ça fait juste mieux paraître. Ça fait que pour sa cause, c'est quand même une coche de mieux. Mais le mal y est fait. À partir du moment où ces trucs-là sont faits, Louis Morissette est en plein dans ses droits. Ouais, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup pour ton opinion, Marc Boilard. Merci Cybèle. Merci André-Sylvain Latour aujourd'hui à la recherche. Et Alexandre Moranville-Ouellette aussi qui a donné un coup de main. Merci à Jean-Philippe Leroux. Merci à vous de toujours être là parce que c'est à Cube que ça se passe. Cube.